La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est depuis hier à Abidjan. Elle a réaffirmé aujourd'hui au ministre Nyenema Coulibaly sa volonté de réunir toutes les preuves pour le jugement de l'ex-président ivoirien détenu à la haie. Plus de 50 000 personnes ont été retenues à l'opération de pré-souscription aux logements sociaux et économiques. Le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a dévoilé les statistiques aujourd'hui à la presse. Et au Mali, l'on s'achemine vers l'échéance du 28 juillet. La délégation générale aux élections a procédé aujourd'hui à la remise du fichier électoral définitif aux différents candidats. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est à l'étranger. Il est au Caire, en Égypte, depuis 3 jours dans le cadre d'une mission d'information et de contact auprès des parties égyptiennes. Cette mission, dépêchée par Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, intervient au moment où le gouvernement intérimaire rendu public le 16 juillet dernier est contesté par les partisans de Mohamed Morsi, le président déchu. Le reportage de Gabriel Zani. La situation en Égypte est complexe mais pas du tout désespérée, a déclaré Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, à son arrivée au Caire ce mardi 16 juillet. L'homme est venu apporter le soutien de la francophonie au peuple égyptien qui vit depuis des semaines une période des plus troubles de son histoire. Dans le cadre justement de cette émission suscitée par Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Guillaume Soro a rencontré les différentes parties impliquées dans la crise égyptienne. Dans ce sens, le mercredi 17 juillet, il a échangé avec le représentant du pape des Coptes, congrégation religieuse qui compte 4 ministres au gouvernement. La Ligue arabe, Nabil Fahmy, le tout nouveau ministre des Affaires étrangères, et les frères musulmans qui réclament le retour au pouvoir de Mohamed Morsi, le président déchu. D'autres rencontres déterminantes ce jeudi, notamment avec le président intérimaire Adli Mansour, le vice-premier ministre, le général Abdel Al-Fattah Sisi, sont prévues pour examiner les aspects diplomatiques de la crise et discuter des moyens d'y trouver une issue démocratique. Et justement au Caire, la mobilisation des pro-Morsi ne faiblit pas dans les rues. Ils réclament le retour du président déchu et détenu par l'armée. À l'appel des frères musulmans, les manifestants ont envahi les rues malgré les mises en garde du président par intérim Adli Mansour contre tout recours à la violence. Il a assuré hier à la télévision qu'il mènerait la bataille pour la sécurité jusqu'au bout face à la volonté des islamistes de continuer la mobilisation. Et les frères musulmans refusent pour leur part de cesser leurs actions. Ils excluent toute négociation avec Mansour et réclament son départ. On revient en Côte d'Ivoire et je vous l'annonçais en début de journal. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, est depuis hier à Abidjan pour rencontrer les autorités ivoiriennes. Ce matin, elle a eu une séance de travail avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Au ministre Nyenema Coulibaly, la procureure de la CPI a réaffirmé sa volonté de réunir les preuves pour le jugement de l'ex-président ivoirien détenu à la haie. Plus d'explications avec Lassina Ouattara. À l'issue d'un entretien avec le garde des Sceaux, ministre ivoirien de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Coulibaly, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a indiqué les raisons de sa présence à Abidjan. Je tiens à rappeler que ma mission, encore une fois, en Côte d'Ivoire est technique. Elle fait suite à la décision de 2 juges sur 3 d'apporter des informations complémentaires dans l'affaire Laurent Gbagbo. Je dois donc rencontrer toutes les personnes capables de m'appuyer et avoir des informations. Je dois aussi m'assurer que nos équipes sur le terrain, ici, travaillent dans de bonnes conditions. En effet, les juges de la Cour pénale internationale avaient demandé en juin dernier à la procureure de fournir des informations ou éléments de preuve supplémentaires avant un éventuel procès contre l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, soupçonné de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Sur la question d'un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, soupçonné également de crimes contre l'humanité et détenu en Côte d'Ivoire, la procureure a donné quelques détails. Sur la question de la Cour qui est présentée comme partiale, je dois indiquer que nous recherchons de tous les côtés, dans tous les camps. Mon mandat n'est pas de faire arrêter les personnes, mais d'enquêter et apporter les preuves.
Je tiens à indiquer qu'il faut bien commencer quelque part et l'affaire Gbagbo n'est pas la dernière. Pour donc en revenir au cas Simone Gbagbo, je vous rappelle qu'un mandat a été lancé et nous travaillons avec les autorités sur ce dossier. Et on prend la direction de Boisflé, où les mines d'or des 33 villages du canton Yaoulé ont été fermées. C'est une décision du ministère en charge de la Défense après les récents affrontements intercommunautaires dans le village. Affrontements qui ont fait 3 morts et de nombreux blessés. Le reportage de Mamadou Kwasi. Tout est parti, selon Divine Goran Daniel, chef de village d'Angovia, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Boisflé, d'une mesure prise par la chefferie traditionnelle de faire payer 2 fois par semaine une somme de 200 francs CFA aux orpailleurs pour la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires. Mesure rejetée par les exploitants clandestins. Conséquence, affrontement entre autochtones et halogènes dans la période du 9 au 12 juillet dernier. Bilan, 3 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Les autorités politiques et administratives de la Maraoué ont salué l'arrivée du ministre en charge de la Défense, signe de l'intérêt que le président de la République, Alassane Ouattara, porte pour l'ensemble des populations. Occasion également de faire le point des actions menées sur le terrain en vue de ramener le calme dans la localité d'Angovia. Venu apporter la compassion du président de la République aux populations, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, a mis chacune des 2 communautés devant ses responsabilités avant d'annoncer la mesure prise par le gouvernement relative à l'extraction de l'or dans les 33 villages de Yolet, dans la région de Boisflé. Il faut fermer les mines sur les 33 villages. Il faut arrêter de prélever toute taxe, quel que soit le montant, vis-à-vis des populations. Paul Kofi a également lancé un appel à l'apaisement et à la réconciliation. Message bien reçu par les populations. Je suis vraiment content de l'arrivée de monsieur le ministre de la Défense et de sa délégation. Cela nous comble de joie, cela nous rassure. Surtout le message de paix qu'il a apporté, nous en ferons bon usage. Le ministre est venu passer un message réconfortant, un message réconciliateur. Donc nous le remercions. Nous allons le transmettre à la population, le répéter à la population afin que l'harmonie règne comme par le passé. Le calme est donc revenu à Angovia et au-delà dans tout le canton Yolet, où les 2 communautés se sont engagées à revivre ensemble comme par le passé. Il rentre en action dans 3 jours. Les candidats au brevet de technicien supérieur, toutes filières confondues, affrontent à partir de lundi les épreuves écrites. Ces épreuves auront lieu du 22 au 27 juillet. L'oral débute le 30 juillet. Et pour cette session 2013, ils sont plus de 46 000 candidats à aller à l'assaut du BTS. Le reportage d'Hugues Vibli. Ils sont 46 519 les candidats qui dès lundi se lancent à l'assaut du brevet de technicien supérieur BTS. Les compositions, contrairement aux éditions précédentes, commencent par les épreuves écrites pour toutes les filières. Pour la session 2012, nous avions 35 569 candidats. Et cette année, il y a eu un bond de plus de 10 000 candidats. C'est-à-dire qu'on se retrouve cette année à 46 519 candidats. Cette année, on n'a que les filières qui ont été admises après la réforme qu'on a faite. Donc, on a cette année que 32 filières au BTS. Une centaine de centres accueillent les candidats au BTS pour cette année. 87 sont à Abidjan, 3 à Yamoussoukro, 2 à Bouaké. Les villes de Gagnoa, d'Aloa, San Pedro, Adzopé, Abengourou et Daoukro accueillent chacune un centre. Les résultats du BTS dans les épreuves orales et pratiques professionnelles se dérouleront du 30 juillet au 9 août seront connus le vendredi 30 août 2013. Voilà, c'est une question que je vais vous poser certainement. Vous y trouverez une réponse. Mais regardons cet élément des Maniamiens. Ils demandent être propriétaire d'un véhicule aujourd'hui. Est-ce un luxe ou une nécessité? Réponse. Longues heures d'attente aux arrêts de bus, grève parfois injustifiée dans le secteur du transport. Humeur des transporteurs qui décident de la distance et fixent souvent le tarif du transport selon leur volonté. Autant de désagréments qui poussent aujourd'hui le citoyen moyen d'Abidjan à vouloir s'offrir un véhicule. Considéré comme un luxe il y a des années, être propriétaire d'un véhicule aujourd'hui, selon les usagers, s'avère être plutôt une nécessité.
Il permet à son détenteur d'assurer son autonomie. Avoir un véhicule aujourd'hui, c'est une nécessité, ce n'est plus un luxe. C'est dans les années 50, avoir un véhicule était un luxe. Aujourd'hui, vous avez 3 à 4 millions, vous avez un véhicule. On dépense trop dans le transport. Quand on fait le calcul du matin jusqu'au soir, en allant des 4 côtés d'Abidjan, on fait le calcul, si vous avez un véhicule, vous mettez ça en carburant, c'est moins que lorsque vous prenez le transport. C'est un moyen pour gérer les affaires. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on doit acheter une voiture. Je pense que maintenant, la voiture, c'est vraiment une nécessité, quoi. Parce que ça facilite le déplacement. Les revendeurs, tout en reconnaissant qu'avoir un véhicule de nos jours est une nécessité, précisent toutefois qu'il demeure encore un privilège. Parce que, disent-ils, la seule volonté d'avoir un véhicule ne suffit pas. Il faut aussi avoir les moyens. Sur les parcs, nous recevons plus de gens qui ont les moyens pour s'acquérir des véhicules. Voilà. Mais dans un premier temps, c'est une nécessité. Pour le citoyen ivoirien, pour un véhicule, c'est une nécessité. Mais les moyens font défaut, que c'est les riches qui viennent sur le parc pour pouvoir acheter des véhicules. Les sociétés même difficilement, ils arrivent à acheter des véhicules ici. Toutefois, en demandant les performances par-ci par-là, c'est parce que c'est difficile qu'ils passent par toutes ces étapes-là aussi. C'est nécessaire aussi. Et puis bon, aussi c'est un luxe parce que pour avoir un véhicule, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir un moyen. Voilà, tu ne peux pas payer à 150 000 francs puis avoir un véhicule. Non, ce n'est pas possible. Les embouteillages interminables d'Abidjan traduisent cependant qu'être détenteur d'une voiture n'est plus une question de prestige, mais plutôt une utilité. Selon les populations, la priorité de la plupart des personnes à revenus moyens aujourd'hui est d'avoir leurs propres moyens de déplacement. Et ce n'est pas le guichet unique automobile d'Abidjan qui dira le contraire. Lui qui a été créé pour immatriculer 50 véhicules par jour et qui en reçoit aujourd'hui plus de 200. Seulement pour l'année 2012-2013, le guichet unique automobile d'Abidjan a immatriculé plus de 50 000 véhicules. C'est dire que le prix relativement bas des véhicules incite le citoyen ordinaire à devenir propriétaire d'une voiture. Plus de 50 000 personnes ont été retenues à l'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques. Le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a dévoilé les statistiques aujourd'hui à la presse. Témoin pour RTI 1, Serge Gongomé, Chantal Akanda. Elles sont au nombre de plus de 50 000 les personnes qui ont pu déposer leur dossier de présouscription aux logements sociaux sur environ 60 000 enrôlés dans le cadre de ce projet. Il reste encore près de 3 000 personnes, selon les résultats des statistiques remises ce vendredi au ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme par la Société d'ingénierie logicielle et d'informatique qui a travaillé sur les statistiques. Ce résultat encourageant a été salué par le ministre Mamadou Sanogo qui a saisi l'occasion pour se prononcer sur le projet en présence de la presse. Le rôle du ministère est celui d'accompagner le secteur privé. Ce qui fait que l'État doit prendre en compte ce qu'on appelle les VRD primaires, c'est-à-dire l'amener d'eau depuis le dernier point, le point le plus proche du site, jusqu'au site lui-même, la construction de la voirie qui part donc de la plus grande voie la plus proche du site jusqu'au site lui-même, etc., etc. Il en sera de même pour l'électricité et tous les autres types de réseaux. Autre bonne nouvelle, les personnes enrôlées qui n'ont pas pu déposer leur kit de présouscription ont encore quelques semaines pour le faire, selon le ministre. Voilà, on parle maintenant d'autre chose. Il existe désormais une station pour recevoir des images satellitaires. Cette station vise à améliorer et à soutenir les capacités d'accès aux données dans plusieurs domaines, dont l'agriculture et la cartographie de forêt. On en parle avec Maïsako. La nouvelle station GeoNetCast permet de produire des images à partir de données satellitaires. Avec son installation, il est plus facile de faire des prévisions dans les domaines agricoles, de la surveillance du bétail, etc. La station va également permettre de prévenir des dangers tels que les feux de brousse, les inondations et la déforestation. GeoNetCast nous donne vraiment une large gamme, de données géospatiales que nous recevons en temps réel. C'est vraiment pour faciliter l'accès aux données par les chercheurs, parce que jusque-là, c'était un problème. Quand on parle d'images satellites, il y a la question de coût, il y a la question d'infrastructure, il y a la question d'équipement, etc.
Pour l'Institut de géographie tropicale, cette station installée dans ces locaux va contribuer à améliorer la formation des étudiants. Sur le plan de la recherche, c'est un instrument de prévision, donc de fourniture de données scientifiques que nous allons exploiter à partir de nos compétences propres pour permettre de booster les résultats de nos recherches. Sur le plan pédagogique, c'est un instrument qui permet d'accumuler des connaissances et donc de les transmettre aux étudiants que nous formons. La station a vu le jour grâce à l'appui technique de Geosnet Africa, le réseau africain des experts pour la surveillance de l'environnement. Les acteurs de la santé réfléchissent sur les moyens de faire de l'état psychologique et de réconfort des malades une priorité dans le système sanitaire. Ils étaient donc en réunion à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. Fatou Fofana y était pour vous. Je suis partie d'un hôpital. J'avais besoin de remplir certains papiers d'abord et tout. Bon, je ne savais pas comment ça se passait. Et quand je suis arrivée, la veille, j'avais appelé pour prendre un rendez-vous. Quand je suis arrivée, la dame m'a dit oui, à cette heure-là, on veut venir à l'hôpital, on veut un peu plus tôt. Donc, vous revenez demain matin. J'ai dit, mais j'ai appelé et tout. Elle m'a dit, bof, c'est qu'elle est asseyez-vous puis on verra. Ça m'a un peu découragée, quoi. Mais comme j'avais mal, j'ai attendu. On se débarrasse en fait des patients et c'est pas vraiment agréable. Je ne sais pas si souvent certains vont dans le domaine médical par vocation ou bien c'est par obligation. Même quand on essaie d'interpeller les gens, est-ce qu'on va nous regarder? Et on se pose la question de savoir ce qui se passe réellement. Parce qu'on voit des gens qui souffrent, souvent plus que nous-mêmes, mais on ne prend pas la peine de les recevoir parce que peut-être il y a un problème d'argent, alors qu'on pouvait soigner la personne et après demander. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. À l'image de ces personnes, nombreux sont les patients déçus par l'accueil et les soins reçus dans les hôpitaux. Conscients de cela, les acteurs du système sanitaire entendent eux-mêmes trouver une solution effective et définitive au problème. La qualité de la prise en charge est donc au centre du 8e colloque scientifique de biologie, santé publique et sciences pharmaceutiques qui se tient sur 2 jours à Abidjan avec l'appui technique de l'Institut national de l'hygiène publique. L'accueil peut constituer déjà 50% de la guérison d'un client. Nous souhaitons qu'au terme de ce colloque, chacun des participants puisse prendre plus conscience du rôle de la qualité dans nos différentes activités et prestations sanitaires. Il est principalement question de susciter un éveil de conscience sur le personnel soignant pour une meilleure prise en charge des malades. Comment renforcer les capacités des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour une action humanitaire plus efficace en Afrique? La question préoccupe 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont en concertation depuis hier ici à Abidjan. Leur réflexion vise également à harmoniser les points de vue des Africains pour une plus grande représentativité du continent au sein des instances dirigeantes de la Croix-Rouge. Le reportage de Léon Bro. Génie 2000, non loin du camp militaire d'Akwedo, commune de Cocody, district d'Abidjan. Plus d'explosifs dans cette cité, pourtant inondée d'obus, au lendemain de la crise post-électorale. Il y a eu des obus qui sont tombés sur nos toits, précisément dans l'école primaire du quartier. Donc on a dû faire appel à la Croix-Rouge. Ils sont venus, ils ont signalé tout le quartier et ils ont enlevé tous les obus. Comme à Génie 2000, les interventions de la Croix-Rouge auprès des populations vulnérables sont légion et témoignent que les sociétés nationales ont acquis une certaine performance dans la gestion des crises en Afrique. Cela dit, elles sont soumises à des questionnements, notamment la place des jeunes dans le mouvement de la Croix-Rouge, l'efficacité des sociétés nationales face aux besoins humanitaires croissants des populations d'Afrique. À ces préoccupations réfléchissent 24 sociétés de la Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette réunion leur permet d'arriver au-delà de leurs divergences légitimes pour une forte représentation de l'Afrique à l'intérieur des organes de direction et de gouvernance de la fédération. Nous avons quand même des élections pour notre conseil de direction. Moi personnellement, j'ai déjà effectué 2 mandats. Il faut que déjà on sache quels sont les pays que nous allons présenter au conseil et puis penser aussi pour le conseil des délégués. Au total, un seul objectif commun pour l'Afrique à partir d'Abidjan.
Une plus grande représentativité du continent au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2013 à l'Assemblée générale de ce mouvement humanitaire à Sydney, en Australie. Direction d'Aloa où se tient le Festival national des arts et de la culture. L'événement met en compétition plus de 1000 élèves issus des 35 directions régionales de l'éducation nationale. Ce festival a pour objectif de consolider la paix dans les lycées et collèges. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs théoriques aux élèves, mais c'est aussi leur apprendre des activités pratiques de la vie courante. La direction de la vie scolaire organise depuis 2008 le Festival des arts et de la culture pour donner une orientation capable d'influencer positivement le comportement des élèves. Cette année, c'est à Daloa, la capitale de la région du Gor, qu'aura lieu le festival qui attend plus de 1000 élèves. Ce festival qui va réunir 1 millier d'enfants de tous les horizons de la Côte d'Ivoire va donc permettre un brassage social et culturel de ces enfants, leur permettant de se connaître et ainsi de participer à la cohésion sociale. 68 troupes de théâtre, chants chorales, danses traditionnelles et 28 équipes de cuisine, entre autres, seront en compétition du 22 au 28 juillet durant ce vaste programme. Dans chaque établissement, nous avons des clubs de théâtre, des clubs de musique, des clubs de poésie, des clubs d'anglais. Dans tous nos établissements, nous avons des associations. Et donc, ce sont ces associations qui ont participé au départ. Donc, ceux qui viennent à la finale maintenant pour participer aux compétitions, c'est ceux qui ont été sélectionnés. Le thème retenu cette année est « Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable ». Le Festival des arts et de la culture en milieu scolaire est inscrit parmi les actions prioritaires en matière d'éducation à la citoyenneté du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, c'était un compte rendu de Gabriel Zaning. Deuxième évêque, deuxième cardinal de Côte d'Ivoire. Cela fait 60 ans qu'il est au service de Dieu. Son éminence Bernard Cardinal Agré célèbre ses noces de diamant à partir d'aujourd'hui. Cela a donc commencé. Une messe solennelle est prévue demain à 10 h à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Grès. Une messe pour rendre hommage au cardinal, célébrer ses 60 ans de sacerdoce, nous dit Honorina Ngori. Les festivités marquant les noces de diamant, c'est-à-dire 60 ans de sacerdoce et 45 ans d'épiscopat du cardinal Bernard Agré, ont débuté ce vendredi par un colloque. Ce colloque vise à réfléchir sur la vision sacerdotale du cardinal Agré, à faire ressortir les faits marquants de son ministère et à traduire la reconnaissance du peuple pour le service rendu à l'Église. C'était de partager avec le peuple de Dieu la vision de son éminence, la vision pastorale. Comment a-t-il pu accomplir pendant les 60 ans cette mission? Quand je vois le cardinal Agré, pour moi, il me donne l'envie de servir Dieu et les hommes. En le voyant déjà, c'est-à-dire que même si vous êtes chargé, quand vous voyez cet homme de Dieu, vous êtes déchargé. C'est un père pour la communauté Mère Divine Amour. C'est lui qui était le moteur de la communauté Mère Divine Amour. Le vice-président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Maurice Gouaïbo, et bien d'autres prêtres ont rendu hommage au cardinal. Il a été le premier à nous envoyer en formation à Rome. Il a été quelqu'un qui a réalisé ce que nous appelons la spiritualité du développement et de l'existence humaine. Ce colloque sera suivi d'une soirée d'hommage cette nuit et d'une messe d'action de grâce à l'église Saint-Ambroise, le jubilé de Cocody en Grès, demain samedi. Et cette note triste, l'imam de la grande mosquée de Bouaké, El Hadj Mamadou Si, est décédé, vous le savez, le samedi 13 juillet 2013 à 93 ans. Il a été inhumé au sein de la mosquée qu'il a dirigée en 30 ans. Les fidèles musulmans, les autorités religieuses, administratives et politiques ont conduit ce grand serviteur de Dieu à sa dernière demeure. Voilà, il ne reste plus que cette mission d'enquête et de validation de l'OMS pour permettre à la Côte d'Ivoire d'obtenir sa certification pour l'éradication du ver de Guinée. Décembre 2013, c'est le temps qu'il faut attendre pour confirmer cette certification. Et selon les experts, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Chantal Akanda, Chantal Mena.
La Côte d'Ivoire sur la route de la certification pour l'éradication du ver de Guinée. C'est la principale conclusion d'une réunion tenue ce vendredi au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des experts de l'OMS ont effectué une mission dans le pays afin de constater que toutes les dispositions sont prises pour cette certification. C'est une première étape avant la confirmation en décembre 2013. Toutes ces données sont présentées à la Commission internationale pour approbation ou pour considération à récolter plus de données. Dans nos expériences, on n'avait pas un État qui était rejeté après avoir expérimenté avec une enquête comme nous avons menée. 10 régions, 136 villages, 64 centres de santé visités ont permis à la mission d'enquêter et de valider les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires pour combattre le parasite. Après 20 ans d'activité, activités communautaires, activités au niveau des structures de santé, activités de sensibilisation, de mobilisation, de traitement des points d'eau et tout ça, nous sommes arrivés à la transmission. Le ver de Guinée est un parasite qui se transmet par consommation d'eau non potable. Aucun cas autochtone n'a été détecté depuis 2006, mais le risque d'importation depuis les pays limitrophes existe. Les experts recommandent donc de renforcer la surveillance, de poursuivre l'approvisionnement en eau potable et de maintenir les activités d'information, notamment la récompense de 50 000 francs CFA pour tout cas déclaré. Le reportage de Christelle Menant, commenté pour vous par Gabriel Zani. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, l'on s'achemine vers l'échéance du 28 juillet. La délégation générale aux élections a procédé aujourd'hui à la remise du fichier électoral définitif aux différents candidats. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus donc aux urnes pour le premier tour de la présidentielle qui opposera 27 candidats. 6 829 696. C'est le nombre exact de Maliens appelés aux urnes ce 28 juillet pour le premier tour de la présidentielle. C'est ce que révèle le fichier électoral définitif présenté par le délégué général aux élections. Il a pour base le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, effectué courant 2009-2010. Ce fichier, premier fichier contenait 6 904 661 électeurs. Donc la délégation générale aux élections a vérifié ces fichiers, a analysé ces fichiers et a décelé quelques anomalies, quelques erreurs. Le ministère a désigné ces techniciens qui se sont mis en rapport avec la délégation générale aux élections pour travailler sur ces anomalies, sur ces erreurs de saisie. Une copie du fichier électoral définitif et une carte électorale ont été remises aux représentants des différents candidats en présence de la mission d'observation de la CEDEAO. Nous pensons que les problèmes sont plutôt plus ou moins aplanis. De toute façon, le président de la République l'a dit, on ne peut pas aplanir tous les problèmes, mais il faut aller avec. Nous ne doutons pas un seul instant que c'est possible de faire des élections transparentes, fiables et crédibles dans ce pays. 3 422 140 femmes sont inscrites sur le fichier contre 3 407 556 hommes. La région de Sikasso enregistre le plus grand nombre d'électeurs avec 1 168 981 inscrits quand celle de Kidal ferme la marche avec un peu plus de 35 000 électeurs. Ouverte le 7 juillet dernier, la campagne électorale se poursuit. 27 candidats sont aux prises après le désistement de Thiébile Dramé, candidat du Parti pour la Renaissance nationale. Et c'était le reportage de notre envoyé spécial au Mali, Sylvie Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier après-midi au Togo. À Lomé, il a eu une série de rencontres. Le chef de l'État a rencontré toutes les composantes de la classe politique togolaise. Président en exercice de la CEDEAO, il a invité les leaders des partis politiques à des élections législatives apaisées qui se tiendront le 25 juillet. Notre envoyé spécial à Lomé, Viviane Aimé.
Si au Togo, pouvoir et opposition sont d'accord sur la tenue des élections législatives le 25 juillet prochain, le risque était grand que les résultats de ces élections débouchent sur de graves querelles fratricides, d'où l'importance et l'urgence de la médiation conduite par le président en exercice de la CEDEAO, le président de la République Alassane Ouattara. Ainsi, au cours de son séjour de moins de 48 heures au Togo, le chef de l'État ivoirien a rencontré toute la classe politique togolaise, ainsi que les structures et organisations impliquées dans la résolution de la crise politique dans ce pays. Après le tête-à-tête qu'il a eu jeudi à son arrivée avec le président Faure Esozimna Gnassingbé, le chef de l'État ivoirien a eu vendredi plusieurs entretiens. Tout d'abord au palais présidentiel où il a été reçu par le chef de l'État togolais pour un tête-à-tête, suivi une heure plus tard par une seconde rencontre qui a enregistré cette fois la présence du président nigérian Goodluck Ebele Jonathan. Le président en exercice de la CEDEAO a aussi rencontré les structures et organisations qui ont joué un rôle de médiation au Togo, l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, représentés par leurs différents ambassadeurs, le PNUD, la commission de la CEDEAO, l'évêque d'Atakwame, Monseigneur Nicomède Bariga, président de la commission Vérité, Justice, Réconciliation de 2009 à 2011. Les rencontres se sont poursuivies tout l'après-midi jusqu'en début de soirée avec l'opposition togolaise. Un premier groupe composé par l'opposition radicale, à savoir la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo, le CST. Un second groupe composé par l'opposition modérée, l'UFC de Gilles Chrysolympio, conduit par son leader charismatique, et un troisième groupe composé par la mouvance présidentielle UNIR. Toutes ces rencontres se sont déroulées à huis clos. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Mais ne décrochez pas, restez sur RTI 1. Tout à l'heure, à partir de 21h, vous aurez la première manche éliminatoire de Star Karaoke. Restez avec nous.